Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite la bienvenue au lancement des premières zones d'innovation du Québec. En tant qu'adjoint parlementaire du premier ministre pour les volets Projet Saint-Laurent et zones d'innovation, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai eu le plaisir de voir évoluer ces dernières années. C'est donc un honneur pour moi d'animer cette conférence de presse. Permettez-moi de vous présenter nos invités pour l'occasion. En direct de Sherbrooke, le premier ministre, M. François Legault, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, le vice-président senior d'IBM Research, M. Dario Gill, le directeur scientifique de l'Institut quantique, M. Alexandre Blais, également chercheur physicien, théoricien et professeur de physique à l'Université de Sherbrooke, et la directrice générale de la zone d'innovation Sherbrooke Quantique, Mme Josée Fortin. En direct de Bromont, nous accueillons aujourd'hui le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, le vice-président exécutif et directeur général de Teledyne d'ALSA, M. Claude Jean, le président directeur général de C2MI et de la zone d'innovation Technom Québec, M. Normand Bourbonnais, et le président directeur général d'IBM Canada, M. Claude Gay. Sans plus tarder, je cède la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Écoutez, je veux d'abord saluer quelques personnes. Oh, il y a un retour de son pas facile ici. Donc, je suis certain que les gens qui s'occupent du son vont s'assurer qu'on arrête d'avoir un retour de son. Sinon, ça va être longtemps. Donc, je vous laisse arrêter. C'est des gens du haut son, je pense, qui sont là. Donc, on ne veut pas vous mettre de la pression, mais c'est réglé. Donc, écoutez, d'abord, je veux saluer mon collègue, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui est à Bromont, étant donné qu'on a deux annonces, on s'est partagé le travail. Puis je veux en même temps le féliciter parce que il a travaillé beaucoup sur ces projets de zones d'innovation. Puis je pense qu'on est vraiment privilégié au Québec d'avoir un ministre de l'Économie de la trempe de Pierre Fitzgibbon. Je veux souligner mon autre collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, qui a réussi ce que je n'avais pas vraiment réussi quand j'étais à sa place comme ministre de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire de faire travailler ensemble les universités et les chercheurs des universités avec les entreprises. Donc, bravo, Danielle. Vous allez me permettre, il y en a d'autres collègues dans la salle. D'abord, François Bonnardel, qui est le ministre responsable de l'Estrie. Il y a aussi la ministre puis députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charret, que je vois. Bon, mon adjoint parlementaire là, qui m'a introduit, Donald Martel. Donald est adjoint parlementaire du premier ministre pour les zones d'innovation. Donc, il était temps qu'on annonce des zones d'innovation, sinon son poste aurait été créé pour rien. Donc, je sais que Donald a travaillé très fort sur les zones d'innovation. Donc, bravo, puis merci, Donald. Je vois aussi la députée de Saint-François, donc Geneviève Hébert, avec qui je viens de rencontrer, entre autres, la mairesse de Sherbrooke. Je vois aussi le député de Richemont, André Bachand. Je vois la mairesse de Sherbrooke, Madame Baudin, que je viens de rencontrer, donc très content. C'était une prof ici, donc tout est dans tout. Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, je suppose qu'il est à Bromont. Le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, un gars très dynamique, même si c'est un médecin, là. La recherche appliquée en sciences de la vie, là, ça bouge avec Pierre Cossette. Le vice-recteur Vincent Hémès, le professeur
de l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Institut quantique Alexandre Blais, qui va donner son nom à une chaire, le DG par intérim du projet Sherbrooke Quantique, la DG, je devrais dire, Josée Fortin, qui est ici en avant, le vice-président, the executive vice president of IBM, Dario Gil, thank you for being with us in Sherbrooke, le vice-président de Teledyne d'Alsa, Claude Jean, et tous les autres distingués invités. Écoutez, pour moi, c'est une grande journée, là, à noter dans mon carnet de grandes choses qui me sont arrivées durant ma vie. On annonce les 2 premières zones d'innovation selon la définition de notre gouvernement au Québec. Donc, une zone ici à Sherbrooke qui va être axée sur les sciences quantiques et une autre zone d'innovation qui est à Bromont qui va être axée sur les systèmes électroniques intelligents. Donc, c'est 2 projets d'avenir, 2 projets emballants, 2 projets pour construire l'économie du Québec de demain. Et peut-être, sans faire une longue genèse des zones d'innovation, vous dire, pour moi, c'est comme un rêve. Je disais tantôt à Daniel, un rêve de petit gars, là. Bon, j'étais peut-être un petit peu plus vieux que ça, mais en 2013, j'ai écrit un livre que j'ai appelé « Le projet Saint-Laurent ». Le premier, puis probablement le dernier livre que j'écris, je vous avertis tout de suite, parce que c'est beaucoup de travail. Je me souviens d'avoir passé un été complet à écrire ça. C'est le fun au début, puis quand il faut finir, puis imprimer, puis que ça soit tout bien fait, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je vous dis que ça va être le dernier. Je voulais vous dire aussi comment j'ai été inspiré, parce que c'est pas sorti de nulle part, puis souvent les bonnes idées, ils viennent d'ailleurs. Et bien sûr, la première inspiration, c'est la Silicon Valley en Californie. Je pense que tout le monde s'inspire de comment les entreprises, entre autres avec l'Université de Stanford, ont réussi à faire ce qu'on connaît aujourd'hui en Californie. Donc, la Silicon Valley. Il y a aussi, que j'ai visité, aussi, il y a ce qu'on appelle la route 122 à Boston ou Cambridge, que j'ai visité aussi. C'est une route, imaginez-vous, à un bout de la route, il y a le MIT, puis à l'autre bout, il y a Harvard. Fait que c'est une belle place pour faire de l'innovation. Et donc, c'est à partir de cette idée-là que j'ai essayé d'écrire un livre que j'ai appelé le projet Saint-Laurent. Bon, d'abord, on va s'entendre sur une chose. Je me souviens en 2013, quand j'ai sorti le livre, il y avait des gens qui avaient dit « Ouais, mais moi, je me sens pas concerné parce que je suis pas sur le bord du Saint-Laurent. » Bon, l'idée du mot Saint-Laurent, c'est que c'est un symbole au Québec, le Saint-Laurent. Et c'est non seulement un symbole, mais c'est comme là où tout a commencé, hein, Québec, Trois-Rivières, Montréal, puis après, on a développé le Québec. Puis l'idée vient d'un constat qui est peut-être dur, mais qu'il faut regarder en face. Le constat, c'est de dire, quand on regarde la recherche au Québec, en pourcentage du PIB, ou peu importe les calculs qu'on fait, on est parmi les meilleurs au monde. Puis quand on regarde la commercialisation de la recherche, disons la vérité, on est parmi les derniers au monde. Hein, il y a plusieurs façons d'évaluer ça, mais prenez par exemple le nombre d'enregistrements de brevets qu'on a à chaque année. On n'a pas beaucoup, ni ici, ni à l'étranger. Pourtant, si on veut commercialiser notre recherche, il faut enregistrer des brevets. Donc, on a du travail à faire pour être capable de passer de la recherche à la commercialisation. Bon, il y a un autre débat, j'en parlais tantôt avec Daniel Mécan, que j'ai subi quand j'étais ministre de l'Éducation puis de l'Enseignement supérieur. C'est une certaine culture qu'on a eue longtemps au Québec de mettre en opposition la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Comme si c'était pas beau de parler de recherche appliquée, comme si c'était pas possible de faire les deux. Alors que moi, je pense qu'il faut pas chicaner, il faut faire les deux. Puis je me rappelle,
d'être allé un certain nombre d'années à Stockholm, en Suède, pour essayer qu'il m'explique comment, dans un pays social-démocrate, on va tous s'entendre que la Suède, c'est un pays social-démocrate, puis quand j'étais allé visiter, bien, j'avais vu, il y avait des gens, par exemple, d'Ericsson, là, qui étaient dans les mêmes locaux que des chercheurs de l'Université de Stockholm. Donc, je leur ai dit, vous ne voyez pas de problème. Là, les gens m'avaient dit, ce débat-là, on l'a eu il y a 25 ans en Suède. Puis on a compris que la recherche appliquée, puis la recherche qu'on commercialise, ça crée de la richesse. Puis cette richesse-là nous permet d'investir dans les programmes sociaux, d'investir en éducation. Donc, ça fait l'affaire de tous les Suédois d'avoir ce rapprochement. Donc, il faut aller, nous autres aussi, dans cette direction-là. Daniel me disait que ça évolue, mais il faut que ça continue à évoluer de plus en plus vite. Parce que on a tout pour réussir au Québec. Vous savez, je le dis souvent, on a malheureusement un écart de richesse avec nos voisins, puis il n'y a pas de raison. On a des universités, incluant l'Université de Sherbrooke, des universités qui sont de calibre international, puis on a des entrepreneurs qui sont très créatifs, là, puis là, je pourrais pas loin vous parler de nos skidoo, puis parler de plein de produits qu'on a développés au Québec. L'idée, c'est de rapprocher nos chercheurs des universités, dans certains cas des cégeps, vers les entreprises. Donc, d'avoir des espaces communs. Et quand on regarde les grandes zones d'innovation au monde, il y a une autre chose que les zones ont en commun. Puis ça fait drôle. On m'avait dit ça quand j'avais annoncé ça en 2013, la beauté. Je me souviens, en 2013, quand j'ai annoncé les zones d'innovation, on me dit un comptable qui parle de beauté, c'est la première fois qu'on entend ça. Pourtant, Silicon Valley, bien, est-ce que j'ai besoin de vous dire que la Californie, c'est beau? Boston, Cambridge, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est beau? Barcelone, où il y a une belle zone d'innovation, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est beau? Donc, soyons pas surpris que les deux premières zones d'innovation soient en Estrie, ou comme certains aiment mieux le dire, les cantons de l'Est. Moi, j'aime les deux. Je sais qu'il y a un grand débat actuellement. Moi, j'aime les deux. Donc, l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble. Puis, en Estrie, ben, c'est ici qu'on va avoir les deux premières zones d'innovation. Puis, c'est pas un hasard non plus qu'on commence avec l'Université de Sherbrooke, parce que ça fait plusieurs années que l'Université de Sherbrooke est réputée au Québec pour être très près des entreprises. Je me souviens, en administration, il y avait comme des stages, je parle de ça il y a beaucoup d'années quand j'étais jeune, et là, il y a beaucoup d'autres universités qui ont suivi, mais il y a toujours eu cette proximité à l'Université de Sherbrooke entre l'université et les entreprises. Donc, l'idée des zones, c'est de choisir des pôles d'expertise. J'en ai parlé de deux tantôt. Puis l'idée aussi, c'est de développer des fleurons québécois. Parce qu'une des raisons importantes pourquoi le Québec est moins riche que l'Ontario puis que nos autres voisins, c'est qu'on a moins, pour toutes sortes de raisons, on pourrait parler de religion, là, mais je vais éviter le sujet, mais on a moins de grandes entreprises québécoises. Ça nous prend plus de grands fleurons. Puis moi, je pense que les zones d'innovation, c'est une opportunité de développer des fleurons. Et donc, première zone d'innovation ici à Sherbrooke, en sciences quantiques. Déjà, l'Université de Sherbrooke en fait beaucoup. On a essayé de m'expliquer ça tantôt. Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris. Mais ça va des sciences médicales au GPS, à toutes sortes d'applications. Là, ce que je comprends, c'est que ça multiplie les capacités, entre autres, d'optimisation. Et donc, la première chose que j'annonce aujourd'hui, c'est qu'avec IBM, on va doter la région d'un ordinateur quantique IBM. C'est un projet de 130 millions. Le gouvernement du Québec va en financer 68 millions et IBM va investir l'autre 62 millions sur 5 ans. Donc, autant des programmes que toute l'installation.
Et ça va nous permettre d'attirer des joueurs majeurs. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va avoir l'ordinateur le plus puissant au Canada. Rien de moins que ça. L'ordinateur le plus puissant au Canada. L'autre chose que j'annonce, puis Pierre pourra expliquer un peu plus en détail, le gouvernement du Québec va aussi investir 63 millions avec, entre autres, l'Université de Sherbrooke pour des chaires de recherche, des équipements de calcul, puis des laboratoires. Toujours à Sherbrooke aussi, on a des entreprises qui ont l'intention, donc qui ont déposé des projets au ministère de l'Économie puis de l'Innovation pour plus de 200 millions de dollars. Donc, on pense que ça va vraiment permettre de restructurer l'économie de Sherbrooke vers des salaires plus élevés, des emplois de qualité. Je me souviens d'avoir un petit peu nargué Jean Charest en disant comment, avec 2 universités, vous pouvez avoir un salaire moyen plus bas que le reste du Québec. Bien là, ça va changer. Hein? Il faut que ça change. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, avec la nouvelle économie, à avoir un salaire plus élevé et non pas moins élevé que la moyenne au Québec. Donc ça, c'est la zone à Sherbrooke. La deuxième zone, c'est à Bromont, en système électronique intelligent. Ça veut dire des circuits, des commutateurs, des semi-conducteurs. Puis ça va se faire avec C2MI. C2MI, c'est un leader déjà en recherche, déjà travaille à mettre ensemble la recherche et les entreprises. Et le gouvernement du Québec va investir 25 millions dans des nouveaux équipements pour développer des nouveaux procédés de fabrication de microsystèmes électromécaniques que Daniel va vous expliquer tantôt. Oui. Pierre Fitzgibbon va nous expliquer ça tantôt, puis il va nous parler aussi d'autres projets. Mais au total, on parle de 690 millions de projets, donc 157 millions qui viennent du gouvernement du Québec, puis 533 millions qui viennent du privé, donc au total 690 millions. Et ça, c'est important parce que, vous savez, puis Donald est plus au courant que n'importe qui, quand on a dit qu'on voulait créer des zones d'innovation au Québec, on a eu à peu près une 30aine d'applications. Mais un des critères qu'on utilise pour choisir les premières, c'est qu'il y a des partenaires privés. On ne veut pas être tout seul, le gouvernement, à prendre des risques et puis à embarquer dans l'aventure. Donc, comme vous le voyez, 157 millions du gouvernement du Québec, 533 millions des entreprises privées. Donc, je conclue en vous disant, quelle fierté pour moi aujourd'hui d'annoncer 2 zones d'innovation qui vont créer beaucoup d'emplois de qualité. Les zones d'innovation, c'est une vision audacieuse, la vision d'un Québec qui construit l'économie de demain, la vision d'un Québec qui innove, la vision d'un Québec emballant, la vision d'un Québec qui gagne. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je donne maintenant la parole au ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Monsieur Pierre Fitzgibbon. Merci, Donald. Et mes salutations à M. Legault, le Premier ministre. Je ne nommerai pas tout le monde de Sherbrooke, mes collègues ici à Bromont. Je confirme à M. Legault que notre maire, Louis Villeneuve de Bromont, est avec nous. Je sais que c'est un projet qui le tenait à cœur. Alors, écoutez, bonjour tout le monde. Je sais qu'on a créé beaucoup d'attentes partout au Québec avec les zones d'innovation. Alors, je suis particulièrement fier aujourd'hui que nous ayons abouti avec les 2 annonces. J'aimerais souligner le travail, évidemment, qui a été fait par tous les ministères, le ministère de l'Économie, évidemment, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, Investissement Québec, sans nommer l'innovateur en chef du Québec, le Conseil d'innovation du Québec qu'on a récemment créé, et aussi le scientifique en chef. On a reçu des projets porteurs et visionnaires, et je vous dis tout de suite, cette annonce ne sera pas la dernière. L'innovation, c'est le cœur de notre vision économique. Les zones d'innovation, c'est un outil indispensable pour réaliser cette vision. Le modèle des zones d'innovation est reconnu et prouvé à l'international. On s'est inspiré des meilleurs pour élaborer notre démarche et développer les critères des projets qu'on voulait cibler. Au Québec, on performe déjà bien en termes de recherche-développement.
Là où on peut faire mieux, c'est sur la commercialisation de la recherche. On doit mettre le savoir québécois au service de la croissance des entreprises et à la création de richesses. Avec le projet des zones d'innovation, on va aussi solidifier les liens entre la recherche et les entreprises en créant des lieux d'expérimentation et de collaboration. Ça va rendre nos entreprises plus productives et ça va attirer ici d'autres entreprises qui vont alimenter nos zones. Le rayonnement de nos talents, des entreprises à l'international, constitue un autre élément clé de nos zones d'innovation. On a choisi d'appuyer des zones d'innovation dans les domaines dans lesquels nos chercheurs et nos entreprises ont un potentiel d'être des champions mondiaux. La reconnaissance mondiale du savoir québécois dans des domaines comme les sciences quantiques et les systèmes électroniques intelligents va nous permettre d'attirer dans les zones du talent, des entrepreneurs et des investissements d'ici et d'ailleurs. Avec les 2 zones annoncées aujourd'hui, on a tous les éléments gagnants pour stimuler l'innovation, le savoir, les entreprises et des milieux de vie attrayants. Le premier ministre l'a dit à Sherbrooke, le Québec est un pionnier dans les sciences quantiques. On y retrouve l'un des 3 pôles canadiens dans le domaine et c'est aussi, comme il l'a dit, le premier des 3 pôles qui pourra compter sur la puissance d'un ordi quantique dans sa région, celui de IBM. C'est l'un des ordinateurs quantiques commerciaux les plus performants au monde. Il pourra être utilisé autant par des entreprises des zones de Sherbrooke et de Bromont, ainsi qu'ailleurs. Rien de tout ça n'aurait été possible sans le travail révolutionnaire et inspirant d'Alexandre Blais. Le professeur Blais est reconnu mondialement pour ses recherches sur le développement des composantes des ordinateurs quantiques depuis la fin des années 90. C'est un véritable écosystème qui s'est développé autour de son expertise. Les entreprises d'ici sont déjà implantées dans la zone. Bell développe un projet sur la 5G et les communications quantiques évaluées à près de 15 millions de dollars. On travaille aussi avec OneQubit, Pascal, Eidos, qui vont réaliser des projets d'investissement qui représentent plus de 200 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. En plus des projets d'entreprise, pour continuer à stimuler le talent et le savoir, dans les 2 zones annoncées aujourd'hui, le gouvernement du Québec accorde 7 millions de dollars par le Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, pour des bourses et des subventions de recherche. La zone d'innovation Technum Québec, ici à Bromont, sera axée sur les technologies numériques, plus précisément sur les systèmes électroniques intelligents, un domaine d'expertise majeur dans la région. Les systèmes électroniques intelligents vont jouer un rôle clé dans plusieurs secteurs de notre économie, comme l'aérospatiale, le transport, l'énergie, les sciences de la vie et les télécommunications. Ça va générer des innovations en intelligence artificielle, en Internet des objets et pour le manufacturier innovant. À Bromont, la zone se démarque par la recherche de pointe, faite au C2MI et chez plusieurs acteurs industriels incontournables. Je pense à Telesign d'Alsa, un leader mondial des semi-conducteurs qui va investir 73 millions de dollars pour générer de nouvelles capacités de production à l'intérieur de la zone. La zone attire aussi plusieurs entreprises étrangères, comme Black Pearl, qui va réaliser des investissements représentant 90 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. L'entreprise québécoise Eponix va aussi réaliser un projet de 56 millions de dollars pour développer des micro-commutateurs optiques utilisés en info nuagique. Je peux aussi mentionner, comme le premier ministre, le projet de finalisation avec IBM Bromont, qui représenterait potentiellement un investissement de plus de 100 millions de dollars ici à Bromont. Je suis fier que pour les 2 zones annoncées aujourd'hui, Sherbrooke Quantique et Technum Québec, on parle d'investissements publics et privés totalisant 690 millions de dollars et d'autres projets vont suivre. C'est près de 160 millions de dollars que notre gouvernement injecte ici pour soutenir le déploiement de ces 2 zones d'innovation. C'est des montants importants et ce n'est qu'un début. J'espère bientôt annoncer d'autres zones d'innovation d'ici l'été 2022. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. J'invite à présent le vice-président senior et directeur d'IBM Research, Mr. Dario Gil, nous dire quelques mots. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous durant cette journée spéciale. Today is a significant step forward in Quebec's promising future as a convener and catalyst of technologies that will be critical to solving the world's most pressing challenges. Already, the province is a scientific and research leader. The sheer amount of knowledge, talent, and expertise in Quebec is strong. From the world-leading academic research being done at the Université de Sherbrooke to the projects pushing the frontiers of AI at the Mila Quebec AI Institute. This is why we are honored to announce the formation of the Quebec IBM Discovery Accelerator, which will tap into the province's powerful technology ecosystem to fuel scientific discovery through the combination of quantum computing, artificial intelligence, and high-performance computing. Or as I often like to say, bits, neurons, and qubits coming together to create the future of computing. And this new computing revolution does not come a moment too soon. Our world needs to accelerate innovation and scientific discovery to meet the demands of the major challenges of our time. This ranges from creating the industries of the future that will allow us to grow our society sustainably, to ensuring food and energy security, to preparing for crises that may come in the form of future pandemics, climate change, or in ways yet to imagine. But no institution can do this alone. It will require us to have new models in place, to collaborate and work together in new ways, including integrating breakthroughs in these computing technologies with industrial expertise, forming robust and open scientific communities, and equipping our workforce with the right skills for the years ahead. This is exactly what we're planning to do with the world-class researchers and scientists who will be helping to drive the initiatives of the Quebec IBM Discovery Accelerator. We cannot wait to get started. Merci beaucoup. Thank you, Monsieur Gill. Je cède la parole au vice-président exécutif et directeur général de Teledyne d'ALSA, Monsieur Claude Jean. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Fitzgibbon, Madame la ministre McCann, Monsieur le maire Villeneuve, Mesdames et Messieurs, il me fait grand plaisir de participer à l'annonce de la création des zones d'innovation. En effet, Teledyne compte jouer un rôle clé dans le déploiement de Technum Québec. Teledyne opère une des rares usines de fabrication de semi-conducteurs ici même à Bromont depuis 45 ans. C'est un secret bien gardé, mais comme vous savez, la pénurie de puces électroniques a occupé beaucoup de place dans la presse dans les dernières années. Particulièrement la pénurie dans le domaine de l'automobile, donc tout le monde est au courant de ça, ont été impactés par ça. Plusieurs croient que l'industrie de la fabrication de puces électroniques s'est complètement déplacée en Asie au cours des 20 dernières années. Eh bien, pendant ce temps, notre usine de Bromont est demeurée bien présente et active. Teledyne est bien connu pour ses capteurs d'images qui ont équipé toutes les missions sur la planète Mars depuis 20 ans. Donc, les images spectaculaires de la planète Mars qui ont été transmises par les robots, qu'on connaît bien, ont été captées par des capteurs d'images qui ont été fabriqués par nos employés de Bromont. Teledyne ne contribue pas uniquement à l'exploration spatiale. Plus près de nous, nous prenons activement part à des innovations significatives, bien que celles-ci font moins les manchettes. Par exemple, les puces capteurs de pression qui ont permis la fabrication de plus de 400 000 appareils respiratoires dans la première année de la pandémie. Ou encore les laboratoires sur puces que nous développons pour la détection rapide et précise de virus. Bref, nous fabriquons au Québec des puces qui sont utilisées dans tous les secteurs de l'économie. Plusieurs de ces nouvelles technologies ont été développées en collaboration avec le C2MI, bien entendu, nos clients et plusieurs universités, dont l'Université de Sherbrooke, particulièrement l'Université de Sherbrooke. Comme la majorité des projets de développement ont été un succès et que la demande pour nos produits est en augmentation constante,
Nous avons investi plus de 90 millions de dollars dans les dernières années pour agrandir notre usine et installer des nouveaux équipements de production. Et au cours des 4 prochaines années, ce sont des investissements de 73 millions de dollars qui seront consentis pour nous permettre de poursuivre notre croissance, de consolider 500 emplois de qualité et d'en créer environ 50 de plus. Avec l'arrivée de la zone d'innovation Technum Québec et l'effet synergique de cette désignation, nous sommes persuadés que tous les éléments clés sont bien en place pour que Québec soit indéniablement reconnu pour ses capacités d'innovation et de collaboration dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci, M. Jean. Pour terminer, j'invite le directeur scientifique de l'Institut quantique, M. Alexandre Blais, également chercheur, physicien, théoricien et professeur de physique à l'Université de Sherbrooke, à nous dire quelques mots. Merci. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, il me fait vraiment grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette annonce. Le développement de la physique quantique vient du désir de comprendre l'infiniment petit. 100 ans plus tard, c'est non seulement la théorie la plus précise pour comprendre la nature, elle est aussi à la base de plusieurs des avancées technologiques les plus importantes des dernières décennies. En effet, le GPS, l'imagerie médicale, le laser et même nos ordinateurs actuels émergent de la recherche fondamentale en sciences quantiques. Le potentiel des sciences quantiques est toutefois loin d'être épuisé. On comprend maintenant que les effets quantiques peuvent être exploités plus activement pour réaliser de nouvelles technologies qui seraient autrement impossibles. Parmi ces technologies, on compte des ordinateurs d'une puissance incommensurable par rapport à nos ordinateurs actuels les plus puissants. Ces ordinateurs quantiques pourraient apporter des solutions à des problèmes importants pour la société qui sont autrement impossibles à résoudre. Les découvertes dans ce domaine s'accélèrent et les retombées potentielles des technologies quantiques sont vastes. En plus de l'ordinateur quantique, on compte aussi de nouveaux matériaux plus performants, des capteurs extrêmement sensibles et des communications parfaitement sécurisées. La réalisation de ces idées nécessite de la recherche fondamentale et appliquée, des infrastructures de pointe et l'intersection de plusieurs expertises. Des ingrédients qui sont tous réunis à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. L'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, c'est 33 groupes de recherche provenant de 4 facultés et plus de 250 étudiantes et étudiants. C'est aussi un des maillons de la chaîne d'innovation intégrée avec le 3IT et le C2MI. Donc, la création d'une zone d'innovation en sciences quantiques vient consolider l'écosystème en quantique dans la région. Cela représente pour notre institut une vitrine exceptionnelle pour augmenter le recrutement des meilleures chercheuses et chercheurs, des meilleures étudiantes et étudiants ici et à l'international. L'annonce d'aujourd'hui permettra de garder ces talents dans la région une fois formés, plutôt que de les voir s'exporter ailleurs dans le monde, comme c'est souvent le cas présentement. Basé sur la culture d'excellence et de partenariat de l'Institut quantique et de l'Université de Sherbrooke, la création de cette zone d'innovation représente ainsi une nouvelle étape pour l'accélération du passage des sciences quantiques aux technologies quantiques pour la région. Elle va permettre aux résultats de la recherche fondamentale d'être développés ici et de rayonner mondialement. Merci. Merci beaucoup, M. Blais. M. Evan Sauve, attaché de presse du Premier ministre du Québec, animera à présent la période de questions. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Martel. Donc, on va débuter la période de questions pour les journalistes qui sont en ligne. S'il vous plaît, levez la main sur l'application pour pouvoir signifier votre intérêt. On va se limiter, s'il vous plaît, à une question et une courte question de relance, d'abord sur le sujet du jour. Et on va débuter avec Thomas Deshaies de Radio-Canada. Merci beaucoup. Donc, la question est pour le Premier ministre. Vous avez parlé justement à plusieurs reprises de cette idée de commercialisation de la recherche. Donc, vraiment, on comprend que c'est un premier pas et qu'il y en aura probablement d'autres. Reste à voir à quel point ça aura un impact. Et la question que j'aimerais vous poser à ce propos, c'est parfois les intérêts du privé ne sont pas toujours au diapason avec l'intérêt public. Comment on s'assure alors qu'il n'y ait pas de dérapage? Est-ce que les mécanismes actuels sont suffisants pour pas finalement qu'on aille dans une direction qu'on souhaiterait pas et s'assurer que la recherche finalement serve le bien commun?
Bien, je vais commencer à répondre, puis je passerai la parole à Pierre Fitzgibbon pour aller un peu plus en détail. Mais quand je parlais d'un débat stérile qu'on a eu pendant trop longtemps au Québec sur la commercialisation de la recherche, il faut être capable de trouver un certain équilibre. Des pays comme la Suède ont trouvé cet équilibre-là, et nous, ben, on a encore à certains endroits, des inquiétudes sur la commercialisation de la recherche, puis sur à qui profitera la commercialisation de la recherche. Alors que quand on va dans les universités, par exemple en Californie, bien, les entreprises se promènent sur les campus et quand une entreprise réussit à commercialiser sa recherche, c'est toute la société qui en profite. Donc, évidemment, il faut s'assurer aussi que l'université, les chercheurs en profitent aussi, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre et ce qu'on a besoin au Québec, c'est de développer plus de grandes entreprises innovantes et si les chercheurs des universités peuvent aider, bien c'est tant mieux, puis c'est un moyen qui est permis. Vous savez, je me rappelle d'être allé en Bavière, puis les gens du ministère de l'Économie et de l'Innovation m'avaient dit on n'a pas le droit de subventionner des entreprises pour respecter les règles internationales, mais on a le droit de permettre à certains chercheurs de nos universités d'aller aider les entreprises à innover. Puis, lorsqu'il y a un succès, c'est toute la région, tout le pays qui en profite. Donc, je pense que oui, il y a certaines balises à mettre, mais il faut aussi encourager le développement de nos entrepreneurs, nos entreprises québécoises, puis il faut qu'ils soient davantage appuyés par les chercheurs des universités. Mais je laisserai Pierre Fitzgibbon, là, qui a regardé ça plus en détail que moi, compléter ma réponse. Merci François. En complémentaire, au même moment qu'on a créé les zones d'innovation, on a créé aussi le trait d'union entre la recherche fondamentale et les entreprises avec la création du poste innovateur en chef du Québec, poste qui n'existait pas, et le Conseil de l'innovation. Et c'est important aussi de souligner que dans chacune des zones d'innovation, il va y avoir un OBNL qui va gérer l'argent du gouvernement, l'argent du privé pour une thématique qui va être homogène. Dans le cas de Technum Bromont, ça va être Normand Bourbonnais, qui va être le directeur de l'OBNL. Et dans le cas de Sherbrooke, ça va être Mme Fortin. Donc, je pense que la structure de l'OBNL va faire en sorte que l'alignement d'intérêts du privé et du gouvernement va être conforme à la thématique. Et en haut de ça, on aura tout le trait d'union de la recherche fondamentale, du l'innovateur en chef du Québec et d'Investissement Québec. Donc, je pense qu'on a mis une structure en place qui va permettre l'alignement des intérêts des gens concernés. On va passer à Rémi Léonard du journal La Tribune. Oui, bonjour. Ma question concerne les sommes annoncées dans les investissements. On a un total de 690 millions, dont 435 millions spécifiquement pour Sherbrooke-Antique. Mais dans la liste des projets, on arrive à 216 millions, donc à peu près la moitié. Le reste, est-ce qu'on parle vraiment de prévision, d'hypothèse d'investissement ou c'est du concret? Je vais laisser ça à Pierre Fitzgibbon. Oui, non, effectivement, on a listé les projets qui sont reliés au gouvernement, des projets plus intangibles, mais effectivement, il y a 533 millions de projets privés qui sont confirmés par les entreprises, d'autres vont venir, et il y a 157 millions qui vont être investis par le gouvernement sous différentes formes, principalement au niveau académique, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'OBNL, alors que les projets d'entreprise, pour la plupart, vont être faits en grande partie par le privé. En sous-question? Même avec les... Oui. La question concernerait plutôt, en fait, Bromont, les deux zones d'innovation. Quand on regarde l'ordinateur quantique d'IBM, par exemple, on peut présumer que ce serait à Bromont. Donc, comment se séparent les deux zones et pourquoi on devra créer deux et non une seule zone régionale? Bien, une des raisons, c'est que
Sherbrooke, c'est toute la théorie du quantique. Je pense que très clairement, le quantique, on a deux segments. Ça, le segment matériel de construire l'ordinateur avec IBM, puis M. Blais et son expertise. Puis il y a aussi tout le côté logiciel, le côté application quantique. Alors ça, c'est Sherbrooke. Ici à Bromont, puis je vais demander à Normand tantôt de rajouter à ça, c'est l'expert ici, c'est DMU. Ici, c'est transversal. Ce qu'on va faire ici à Bromont va servir à plusieurs segments. On parle d'aérospatial, on parle des télécommunications. Donc, il faut voir Bromont comme étant une transversalité qui va utiliser le quantique aussi, puis voir Sherbrooke comme étant plus au niveau, je dirais, vertical quantique. Normand, si tu veux rajouter? Quand on voit vraiment ce que Bromont et l'écosystème des gens en place vont aborder, c'est vraiment un côté là, où tous les segments de marché vont être abordés, comme je disais. Alors là, vous avez des applications qui sont déjà dans le mode du transport. On parle depuis plusieurs années d'électrification des transports. Nous, on aime dire l'électronification des transports parce que l'électronique va participer à la mise en place de tout ce qu'on a besoin au travers du contrôle de ces batteries-là, entre autres. Vous parlez de télécommunications. Télécommunications, le 5G, les téléphones cellulaires, ce n'est que de l'électronique. Alors, l'électronique est omniprésent. La différence fondamentale, c'est que dans le cas de l'électronique, on ne peut pas vraiment dire qu'on a des produits. On est embarqué dans les produits. Alors, que ce soit en énergie, que ce soit en télécommunication, que ce soit en santé, sciences de la vie, l'électronique est omniprésent. Quand vous parlez de technologie, en partant, il y a quelque chose qui va connecter ce produit-là à Internet ou à autre chose. Alors, pour nous, c'est vraiment une technologie qui va aborder tous les segments de marché et pas seulement que l'électronique en tant que telle, comme on peut voir comme des ordinateurs. Il y a beaucoup plus que ça. Puis le quantique, ça va prendre des composantes électroniques pour contrôler ces ordinateurs-là quantiques. Et comme on dit aussi, il y a deux branches. On en a parlé tantôt avec le docteur Blais. Il y a les ordinateurs classiques et les ordinateurs quantiques. Alors, les deux vont être ensemble pendant plusieurs années encore. Fait que c'est vraiment différent. On aborde des choses qui sont similaires et je vous dirais que quand M. Fitzgibbon va être prêt à nommer ses futures zones, soyez pas surpris de voir que la zone de Bromont va s'associer immédiatement avec ces zones-là parce qu'on risque d'avoir un champ d'application commun parce que l'électronique est embarquée, est omniprésent dans à peu près tous les éléments technologiques. On va passer à Jonathan Custeau des Coop de l'Info. Pierre. Écoutez, on a, comme je pense que c'est M. Martel qui l'a dit, ou M. Legault, on a lancé un programme pour recevoir des appels pour les zones d'innovation. On a reçu plus d'une trentaine. Quelques-unes ne respectaient pas les règles. Puis les règles, là, c'est très clair pour nous, c'est qu'on veut de l'argent du privé, mais ultimement, c'est qu'on veut réunir sur une thématique dans laquelle on peut être le Québec gagnant mondiaux. Il faut pouvoir gagner dans cette histoire-là. On veut avoir l'institution du savoir, donc les universités, les collèges. On veut la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les grandes entreprises et les PME, les start-up. Alors, il faut mettre ça ensemble et l'argent du privé doit être là. Donc, aujourd'hui, deux zones annoncées qui respectent en toute forme nos objectifs. Et je vous dirais qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas un nombre qu'on veut avoir, mais il faut être réaliste. On est 8,5 millions de personnes au Québec. Est-ce qu'on peut gagner dans tout? La réponse est non. On va choisir les secteurs, les thématiques où on peut gagner. Je m'attends à en avoir plusieurs autres. Et avec mes collègues, présentement, il y en a 2-3 autres là, qui sont pas mal avancés. Puis quand j'ai dit tantôt, il y a peut-être une chance qu'on annonce 2 autres d'ici la fin du mois de juin 2022. On va passer à Marie-Ève Martel, La Voix de l'Est. Bon, bonjour. Donc, je me demandais si, parmi les prochaines zones d'innovation, quel genre de créneaux sont envisagés? Avez-vous des exemples? Est-ce que vous avez un quota de zones que vous voudriez désigner au cours des prochaines années? Écoutez, je vais laisser le temps courir. Là, on travaille avec... on a une équipe au ministère de l'Économie, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, entre autres. On a une équipe multidisciplinaire qui regarde tous les projets. Alors, je ne voudrais pas aujourd'hui lancer des thématiques là, au hasard, mais vous pouvez peut-être constater qu'il y a des endroits au Québec où on est performant. Alors, ces endroits-là, évidemment, seraient sujets à avoir une zone. Donc, on travaille sur l'exécution, on travaille de mettre en place tous les morceaux, comme on l'a fait ici. Puis, on va attendre quelques mois.
en sous-question? Non. On va passer à Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour à tous. Bonjour, M. Laforêt. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris ce mot-là ce matin et encore aujourd'hui. Vous parlez de grabuge. Pour vous, le grabuge devant l'Assemblée nationale ou à Québec, ça signifie quoi? Bien, pour moi, ça signifie que les citoyens doivent être capables de fonctionner normalement. Donc, je parlais tantôt du Carnaval de Québec. Il y a des familles qui se promettent en fin de semaine d'aller amuser la famille. Il y a des gens qui ont besoin de circuler. Donc, il faut que la société continue de fonctionner normalement. Troisième journée de travaux parlementaires, M. Legault. Il reste 4 mois avant la fin de la session parlementaire. Les libéraux ont demandé des excuses aujourd'hui. Avez-vous l'intention de vous excuser? Allez-vous maintenir ce rythme de tension aussi élevé d'ici la fin de la session? Bien, écoutez, vous avez vu comme moi la période de questions ce matin. Le bilinguisme. On sait qu'au Québec, il y a une langue officielle qui est le français. C'est une langue commune. Il y a certains juges qui doivent être bilingues pour offrir les services à la communauté anglophone, mais on pense qu'un juge ou un avocat qui veut devenir juge dans certaines régions du Québec, bien, ça ne doit pas être systématique d'exiger la maîtrise de l'anglais. Et dans ce sens-là, ça a fait réagir certains députés, comme vous avez vu, du Parti libéral, mais je ne m'excuserai pas de défendre le français. Merci. On va passer à Michaël Bergeron. La tribune. Oui. Bonjour. En fait, vous l'avez mentionné, M. Legault, c'est une idée que vous avez en tête depuis 2013. Ils avaient même mentionné là, que vous avez créé le poste et déjà au début de votre mandat. Donc, qu'est-ce qui a retardé, en fait, la mise en place de ces zones innovation? Est-ce que c'est simplement la pandémie? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Bref, qu'est-ce qui a fait qu'on a attendu quand même quelques années avant que les projets arrivent? Bien, comme le disait Pierre tantôt, c'est important que ça soit un partenariat entre le gouvernement, les universités et les entreprises dans un domaine où on a des chances d'être dans les meilleurs au monde. Donc, évidemment, ça prend un certain temps, mettre ensemble les entreprises et puis aller concerter tous ces gens-là. Et je pense que faut que ça soit bien fait. Puis, bien, comme le disait Pierre, il y a sûrement 2, 3 autres zones qu'on devrait annoncer bientôt qui sont presque attachées. Donc, mais il faut que ça soit bien attaché, il faut que ça soit un vrai partenariat, il faut que ça soit dans des domaines où on a des chercheurs, puis dans des domaines où il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre de l'argent à risque pour qu'ensemble, on développe puis qu'on commercialise de la recherche. Et en sous-question, il y a quand même plusieurs des projets qui sont déjà qui étaient déjà en cours ou entamés ou qu'on savait déjà qu'elle allait venir avec l'Institut quantique du côté de l'Université de Sherbrooke. Donc, qu'est-ce que concrètement la zone innovation amène de plus ou apporte de plus, que ce soit en financement, en projet ou en possibilité, que l'Institut n'aurait pas déjà pu faire déjà en ce moment? Je vais laisser Pierre répondre à ça. Écoutez, vous avez raison, mais en même temps, la force, la synergie d'avoir la recherche fondamentale, d'avoir des start-up. Je regarde ce qui va se passer à Sherbrooke. Là, on a des 9 entreprises, des petites qui vont venir se greffer à tout ce qu'Alexandre réussit à faire avec IBM. La synergie d'avoir des jeunes pousses entrepreneuriales, d'avoir l'institution du savoir qui est l'université dans ce cas-là, il y aura des cégeps CCTT. Ça prend des années à construire. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Alors, les zones d'innovation, ça va être un leg du gouvernement pour les 4 prochaines générations. Alors, c'est pas une course. Alors, moi, je pense que les synergies qui doivent avoir lieu, qu'on doit mettre en place plutôt, entre le côté humain, le côté matériel des entreprises, ben, faut modeler ça, faut parler aux entreprises. Il y a des gens en temps plein qui font ça au ministère de l'Économie, s'assurer des entreprises. Tantôt, une question était très bonne. Comment est-ce qu'on aligne l'intérêt des entreprises avec celle des universités ou des gouvernements? Ça ne se fait pas en écrivant un PowerPoint, là. Ça prend du temps, faut travailler ça. Alors moi, je pense qu'on va très vite. Puis il n'y a pas de course. Quand même que les 2 autres auraient lieu dans 1 an, ça sera dans 1 an. C'est pas grave.
On n'a plus de questions en français, donc on va passer aux questions en anglais. Ah. Oui. Je voudrais rajouter un élément à tout ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, ainsi que Monsieur Fitzgibbon. Et il y avait l'écosystème de Sherbrooke, c'est pas bâti en un claquement de doigts. Puis je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais ça fait au-dessus de 40 ans que l'Université de Sherbrooke travaille dans les sciences quantiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est méconnu. Mais pendant toutes ces années-là, l'Université de Sherbrooke a continué. Ils ont travaillé d'abord sur le développement de matériaux quantiques, ensuite l'informatique quantique, et là, on s'intéresse beaucoup à l'ingénierie quantique. Alors, l'écosystème, qu'est-ce que ça va apporter de plus d'être justement désigné zone d'innovation, pour répondre à la question de M. Bergeron? Bien, c'est une notoriété, une fierté, justement, d'avoir une zone en sol québécois dans les sciences quantiques, qui est un secteur extrêmement pointu. Et moi, j'ajouterais que c'est un secteur d'avenir. Et on a connu beaucoup d'effervescence au niveau des dernières années en lien avec l'intelligence artificielle. Mais on va vivre la même chose au cours des prochaines années. Alors, c'est une technologie d'avenir qui va nous permettre justement de développer le Québec. Et si je peux me permettre un autre élément, si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre. Oui. En lien, on a eu une question sur les talents. Oui, ça, c'est un enjeu. C'est criant partout. Vous l'avez bien mentionné. Mais je pense qu'on a des forces vives ici, notamment à Sherbrooke, de travailler en collaboration avec les instituts d'enseignement. Alors, que ce soit formation professionnelle, formation technique, formation universitaire. Alors, nous avons déjà sur la table à dessin, si je peux me permettre, un projet qui va nous permettre d'être très novateur d'un point de vue continuum de formation pour justement former la main-d'œuvre actuelle. Oui, l'attraction puis la rétention, il faut en faire. Mais je pense qu'il faut faire aussi beaucoup de choses en parallèle pour faire en sorte qu'on va créer un niveau, augmenter le niveau de richesse. De la création de richesse est extrêmement importante. Alors, ce qui fait en sorte que si on réussit, je pense que collectivement, puis il y a un mot que je crois que quelqu'un a mentionné, pour réussir des projets d'innovation, si vous avez un seul mot à retenir aujourd'hui, c'est la collaboration. Si les gens ne collaborent pas ensemble, ce ne sera pas un succès. Alors, on a choisi à Sherbrooke de collaborer 6 membres fondateurs, dont la Ville de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke Innopol, Productique Québec et ainsi que le Centre 24 juin du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Tous ces acteurs-là se sont assis ensemble et ont collaboré. Alors, ce qui fait qu'on a une culture de collaboration. Vous avez beau avoir toutes les universités, tous les cégeps, tout ce que vous voulez dans votre écosystème, mais si vous ne collaborez pas, vous ne réussirez pas. Merci. À la réponse à la question du dernier journaliste, chez IBM, le Québec est le 5e endroit au monde où on va installer un ordinateur quantique dédié. On fait suite à l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et le Québec. Sherbrooke est le 5e endroit. Et on l'a choisi, on fait très attention où on prend ces décisions d'installer ces accélérateurs de découverte. Et c'est la raison, c'est que tout cet écosystème et la collaboration au Québec est un des critères les plus importants qui fait cette différence au niveau mondial. With the requirement for all new judges to be bilingual. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci tout le monde.